Le gémissement étouffé de mon fils m'arracha à un sommeil agité. Je me suis redressé d'un coup, ma main volant sur son front. Il était brûlant comme une braise. Mon cœur se sentait comme pris dans un étau. Léo, mon fils de 5 ans, avait de nouveau de la fièvre. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la table de chevet, un peu après 23 heures. Dehors, New York City était toujours en vie, mais à l'intérieur de cette vaste demeure de Westchester, les seuls sons étaient la respiration difficile de mon fils et le battement frénétique de mon propre cœur. J'ai rapidement saisi un gant de toilette tiède pour l'essuyer, puis j'ai repris sa température, 39 degrés C. Le chiffre rouge sur le thermomètre numérique était comme un poignard planté dans mes yeux. Tremblante, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie. J'avais utilisé la dernière dose de Motrin pour enfants cet après-midi. Il fallait aller à l'hôpital. J'ai pris son petit corps mou et brûlant dans mes bras et je me suis précipité hors de la chambre, vers le salon. Mon mari, Ethan, était toujours là, les jambes croisées sur le canapé, faisant défiler son téléphone et sifflant un air joyeux. Il était vêtu d'un tout nouvel ensemble de créateurs, ses cheveux plaqués en arrière avec du gel, un sac de voyage rempli posé à côté de lui. « Ethan » ai-je crié, ma voix se brisant sous l'effet de la panique. Léo a une fièvre dangereusement élevée. Nous devons l'emmener aux urgences maintenant. Ethan leva les yeux, me lançant un regard agacé. Il fronça les sourcils, ce froncement de sourcils familier qu'il arborait chaque fois que j'interrompais ses loisirs. « Tu ne peux pas t'occuper d'un seul enfant ?» Sa voix était froide, totalement dépourvue d'inquiétude. « Il a de la fièvre, alors donne-lui des médicaments. »« Pourquoi tu paniques ? » ?»« Nous n'avons plus de médicaments, et sa fièvre est tellement élevée. J'ai peur qu'il ait une crise. »« Nous devons y aller, s'il te plaît, Ethan, ai-je imploré, les larmes montant à mes yeux. Ethan se leva avec irritation, mais au lieu de se diriger vers moi, il attrapa sa valise. « Appelle un Uber. J'ai une affaire urgente à régler. »« Qu'est-ce qui pourrait être plus urgent que notre fils ?» ai-je pratiquement hurlé. « N'est-ce pas que nous sommes censés aller dans les hantons demain ? Tu as promis que tu nous emmènerais, Léo et moi. » À la mention du voyage, l'expression d'Ethan devint encore plus cruelle. Il laissa échapper un rictus, un sourire qui me dégoûtait. « Les hantons ? Tu penses avoir le droit de venir ? Regarde-toi. Tu passes toute la journée à sentir le lait caillé et les plats à emporter rassis, et tes vêtements sont une honte. Tu me mets juste mal à l'aise. Ce voyage est pour moi et Jessica. Tu comprends, Jessica ? Le nom me frappa comme un coup de massue, elle, la belle et jeune maîtresse qu'il fréquentait depuis des mois. Je savais. Je savais tout, mais j'avais gardé le silence, espérant qu'il reprendrait ses esprits pour le bien de notre fils. Mais ce soir, il l'avait ouvertement admis, ouvertement piétiné 6 ans de mariage. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Comment as-tu pu, balbutiai-je, ma poitrine si serrée que j'avais du mal à respirer. Tu gâches l'ambiance, rétorqua Ethan, en sortant son téléphone. Allô, Jess ? Je suis en route. Ouais, juste un petit problème. Ma femme aveugle est en train de faire une scène. Il parla au téléphone d'un ton doux et affectueux, m'ignorant complètement alors que je restais figé, notre enfant fiévreux dans mes bras. Raccrochant, il me fixa avec des yeux aussi froids que de la glace. Reste à la maison. N'ose surtout pas aller nulle part et faire une scène. Si je découvre que tu as gâché ce voyage pour moi, ne m'en veux pas d'être cruel. Sur ce, il traîna sa valise vers la porte d'entrée. Comme une folle, j'ai couru avec notre fils dans mes bras, bloquant la porte de sa voiture. Tu ne peux pas partir. Notre fils est terriblement malade. Tu es son père. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. J'ai frappé à la vitre de la voiture, sanglotant de désespoir. Ethan baissa la vitre, son visage déformé par une méchanceté que je n'avais jamais vue auparavant. Tu veux mourir ? Bouge. Quand je ne bougeais pas, il ouvrit brusquement la portière de la voiture, m'attrapa par les cheveux et me traîna à l'intérieur de la maison. Ah, ai-je crié de douleur. Léo, surpris, se mit à pleurer dans mes bras. Sans une once de pitié, il me tira à travers le salon vers la vieille cave sombre et désaffectée à l'arrière de la maison. C'était une pièce humide et moisie, utilisée uniquement pour les meubles cassés et les déchets, l'air épais de l'odeur de moisie et de souris. Il nous poussa, mon fils et moi, à l'intérieur. Restez ici et réfléchissez à votre comportement. Quand tu auras appris ta place, je reviendrai.
Il claqua l'épaisse porte en bois. Le bruit sec et froid du verrou qui coulissait et de la clé qui tournait résonna dans l'obscurité. Chaque son était un couteau, coupant mon dernier fil d'espoir. Ethan, ouvre la porte. Ne nous enferme pas ici. La fièvre de notre fils empire. Ethan. J'ai frappé à la porte frénétiquement, criant jusqu'à ce que ma voix soit rauque. Mais la seule réponse fut le bruit du moteur de sa voiture qui s'évanouissait dans la nuit. Impuissante, je me suis effondré sur le sol en béton froid, serrant mon fils contre moi. Léo pleurait de façon incontrôlable, son corps devenant de plus en plus chaud à chaque instant. Dans l'obscurité totale, tout ce que j'entendais, c'était la respiration haletante de mon enfant et le bruit de mon propre cœur qui se brisait en 1 million de morceaux. Mon mari, le père de mon enfant, venait d'enfermer froidement sa propre femme et son fils dans une cave pour pouvoir profiter de vacances avec sa maîtresse. Existe-t-il un enfer plus douloureux que celui-ci? Quel sera le parcours de cette femme pour réclamer la justice et son amour maternel? Les méchants paieront-ils leur prix? Veuillez aimer et vous abonner à Écho du passé et activer les notifications pour ne pas manquer les développements dramatiques du prochain chapitre. L'obscurité épaisse et froide de la cave nous engloutit tout entier. La puanteur de la moisissure, des souris et des vieilles affaires agressa mes narines, rendant ma poitrine encore plus serrée. Je me suis assise sur le sol en béton glacé, tenant Léo près de moi, essayant de le réchauffer avec ma propre chaleur corporelle dérisoire. Il avait cessé de pleurer hystériquement et s'était assoupi dans mes bras, mais son corps était toujours brûlant, sa respiration courte et rapide. J'ai pressé ma joue contre son front, la chaleur rayonnant de lui comme un feu. Que pouvais-je faire? Enfermé ici sans médicaments, sans eau, mon fils ne tiendrait pas longtemps. L'impuissance et le désespoir se resserrèrent autour de mon cœur comme un étau invisible, une douleur si intense qu'elle était paralysante. J'ai scruté l'obscurité, à la recherche d'une lueur d'espoir. La seule fenêtre de la cave était haute, condamnée par des planches de bois. Une faible lueur de clair de lune filtrait à travers les fentes, projetant de minces rayons de lumière sur le sol, insuffisant pour voir quoi que ce soit clairement. Je pouvais seulement sentir l'amoncellement de boîtes en carton et de meubles cassés empilés autour de nous. C'était une prison dans laquelle mon propre mari nous avait jetés. J'ai enlevé mon fin cardigan, les tamponnés de mes propres larmes et j'ai doucement essuyé le front et le cou de mon fils, espérant que cela pourrait le refroidir un peu. Il bougea, ses lèvres sèches murmurant dans son sommeil délirant. Papa, Ethan, Léo tu manques. Ces mots innocents étaient comme 1000 aiguilles poignardant mon cœur. De nouvelles larmes coulèrent sur mon visage, pas pour moi, mais pour lui. Il était trop jeune pour comprendre la cruauté du père qu'il adorait. Il voyait encore son père comme un héros, le plus grand père du monde. Il ne savait pas que son héros était maintenant en train de s'amuser avec une autre femme pendant que son propre fils luttait contre une forte fièvre dans une cave sombre et sale. Des souvenirs du passé ont ressurgi, aussi vifs que s'ils dataient d'hier. Je me suis souvenu du premier jour où j'ai rencontré Ethan. Il était un jeune architecte talentueux, et j'étais juste une étudiante innocente et naïve. Il est entré dans ma vie comme un prince avec un sourire chaleureux et des yeux doux. Il a dit qu'il aimait ma simplicité et ma gentillesse. Il a dit qu'il se fichait que je sois une orpheline issue d'un milieu modeste. Il a promis de me protéger et de me chérir pour le reste de ma vie. Je l'ai cru. J'ai cru toutes ces douces promesses. J'ai défié la désapprobation de sa mère, Eleanor, une femme qui accordait la plus grande importance au statut social, pour devenir sa femme. Je pensais qu'avec son amour, je pourrais surmonter n'importe quoi. Et pendant les premières années de notre mariage, nous avons été incroyablement heureux. Il était un mari attentionné. Il aidait aux tâches ménagères après le travail et me massait les épaules. Le week-end, il m'emmenait faire des promenades, et nous mangions dans des food trucks que j'adorais. Quand j'étais enceinte de Léo, il était fou de joie au point de pleurer. Il s'occupait de tous mes besoins, m'interdisant de faire tout effort physique. Il pressait son oreille contre mon ventre et chuchotait à notre fils. À cette époque, je pensais que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Mais quand tout a-t-il commencé à changer? Était-ce après que la société de sa famille ait connu une période difficile et qu'il ait dû supplier sa mère de l'aider? Ou était-ce lorsque Jessica est apparue avec son charme juvénile et ses paroles flatteuses qui lui ont ouvert les yeux? Il a commencé à rentrer plus tard. Les dîners en famille sont devenus rares. Il ne se souciait plus de mes sentiments, les remplaçant par des paroles acerbes et des regards froids. Il a commencé à écouter sa mère sans poser de questions, prenant tous mes sacrifices pour acquis.
Il s'est transformé en quelqu'un d'autre, un étranger, égoïste et cruel. J'ai essayé de tenir bon. J'ai essayé de pardonner. Je me suis menti à moi-même, en disant qu'il était juste stressé par son travail, qu'il redeviendrait bientôt le mari que j'avais connu autrefois. Mais j'avais tort. Une fois que le cœur d'une personne a changé, essayer de s'accrocher est féodal. Maman, froid. Le gémissement de Léo m'a ramené à la brutale réalité. Je l'ai serré plus fort, utilisant tout mon corps pour le protéger du béton froid. Sa respiration devenait de plus en plus faible. Léo, s'il te plaît, ne fais pas peur à maman. Tiens bon, mon fils. Quelqu'un va venir nous sauver, ai-je chuchoté, bien que je ne sache plus en qui croire. Qui allait nous sauver? Éléanore, ma belle-mère, qui ne m'a jamais accepté comme sa fille. Elle était probablement en train de fêter le fait de s'être débarrassée de l'épine dans son pied. Mon beau-père, Arthur, était un homme calme et réservé. Pendant toutes ces années, il ne s'est jamais immiscé dans notre mariage, ne m'a jamais défendu contre l'amertume de sa femme. Je ne pouvais pas compter sur lui. J'étais vraiment dans une impasse. J'ai regardé impuissante la porte en bois silencieuse. Le désespoir m'a envahi. Mon fils et moi allions-nous mourir ici? Mourir dans le froid, seul, et méprisé par la personne que j'aimais le plus? Cette pensée m'a fait frissonner. Non, je ne pouvais pas mourir. Je devais vivre, élever mon fils, faire payer à la personne qui nous avait infligé cette souffrance. Mais que pouvais-je faire? Complètement épuisé, je ne pouvais que serrer mon fils contre moi et pleurer, des larmes chaudes coulant sur mes joues et sur son visage fiévreux. Juste au moment où je sentais la dernière étincelle d'espoir s'éteindre, j'ai entendu un bruit étrange à l'extérieur. Grincement, raclement. C'était faible, comme du métal qui grinçait contre du métal, lentement et sèchement. Mon cœur fit un bond. Qu'est-ce que c'était? Était-ce le vent qui faisait claquer une branche contre le toit? Ou un rat qui rongeait quelque chose? J'ai retenu mon souffle, m'efforçant d'entendre un autre son, cette fois plus clair, clic, comme si quelqu'un essayait de crocheter la serrure. Était-ce Ethan? Était-il revenu? Ou était-ce un cambrioleur? Quel qu'il soit, serait-ce notre évasion ou une autre porte vers un enfer encore pire? Le clic sec de la serrure qui tournait résonna dans le silence de mort de la cave, et tout mon corps se raidit. Toutes les pensées cessèrent, remplacées par une peur primale qui me serra la poitrine. Qui était là à cette heure de la nuit? Mon premier réflexe fut de me retirer plus profondément dans l'obscurité, serrant Léo contre moi comme une mère protégeant sa progéniture faible. Je lui ai couvert la bouche, terrifié que même le gémissement le plus faible soit entendu. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait me sortir de la gorge. Dehors, les raclements et les clics se faisaient plus forts, plus frénétiques. Quelqu'un essayait vraiment de forcer l'entrée. Ethan avait-il changé d'avis et était-il revenu? Non, ça ne ressemblait pas à une clé. C'était plus brutal, comme si quelqu'un utilisait un objet dur pour ouvrir le verrou. Un cambrioleur? Cette pensée me fit froid dans le dos. Si un cambrioleur entrait et nous trouvait, allait-il nous tuer pour nous faire taire? Ou était-ce quelqu'un qu'Ethan avait envoyé? Avait-il peur que je cause des problèmes et avait-il envoyé quelqu'un pour me donner une leçon? 1000 scénarios terrifiants tourbillonnaient dans mon esprit. J'avais l'impression d'être au bord de la folie. Boum! Un grand fracas retentit lorsque l'épaisse porte en bois fut ouverte d'un coup de pied par une force puissante venue de l'extérieur. La faible lumière jaune du couloir se répandit à l'intérieur, projetant une ombre et imposante dans l'encadrement de la porte. J'ai retenu mon souffle, les yeux écarquillés, fixant la silhouette. Ma main a instinctivement saisi un morceau de bois pourri à côté de moi, prête pour un combat désespéré. La silhouette entra, sa démarche un peu hésitante, urgente. Alors que la personne se déplaçait dans une zone de faible clair de lune, j'ai été stupéfaite de réaliser que c'était mon beau-père, Arthur. Je n'en croyais pas mes yeux. Il était en pyjama de soie, ses cheveux grisonnants en désordre. Son visage habituellement calme et sévère était marqué d'une panique et d'une inquiétude absolue. Il haletait, un pied de biche en acier, l'outil qu'il venait d'utiliser pour défoncer la porte, toujours dans sa main. Chloé, Chloé, est-ce que ça va? Il appela mon nom, sa voix tremblante et rauque, dépouillée de son autorité habituelle. Quand il nous vit blottis dans le coin sombre, il laissa rapidement tomber le pied de biche au sol et trébucha vers nous. Mon Dieu, ce monstre! Il a osé faire ça à sa propre femme et à son propre enfant.
Il s'agenouilla à côté de moi, sa main rude et tremblante touchant la joue de Léo. La chaleur du corps de mon petit-fils le fit reculer. Il est brûlant. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Ce fut seulement alors que je repris mes esprits. La peur fut remplacée par une surprise stupéfaite et une lueur d'espoir. Papa. Papa. J'éclatai en sanglots, des larmes de soulagement, de terreur et de gratitude tardive. Comment? Comment as-tu su que nous étions ici? Il ne répondit pas immédiatement. Il enleva rapidement sa propre robe de chambre, l'enroula autour de Léo et souleva le garçon dans ses bras. Plus de questions. Allons-y. Nous devons d'abord sauver mon petit-fils, ordonna-t-il, sa voix reprenant sa fermeté habituelle. Je me suis relevé en titubant, mes membres engourdis à force d'être assis si longtemps, et j'ai suivi après lui en sortant de la cave. Dans le salon, les lumières étaient encore allumées. La valise d'Ethan avait disparu. Sur la table basse, 2 verres de vin à moitié vides restaient, une tache de rouge à lèvres rouge vif sur le bord de l'un d'eux, comme une cruelle moquerie. Arthur ne les regarda même pas. Il se précipita directement vers le garage. Il installa Léo sur la banquette arrière et me fit signe de monter. « Dépêche-toi, Chloé. » La berline de luxe, qu'il n'utilisait normalement que pour les événements importants, fendit maintenant la nuit comme un animal blessé. J'étais assise sur le siège passager, regardant Léo, allongé inconscient sur la banquette arrière, mon cœur souffrant. Papa, Ethan. J'hésitais. Il est parti, me coupa Arthur, sa voix aussi froide que de l'acier. Ses mains agrippaient si fort le volant que ses jointures étaient devenues blanches. Il est parti avec Seth. J'ai tout vu. Il s'est avéré qu'il n'arrivait pas à dormir ce soir. Il était allé sur le balcon pour prendre l'air et il a vu la voiture d'Ethan partir, mais à l'intérieur ce n'était pas moi et Léo. C'était Jessica. Un mauvais pressentiment l'a envahi, et il est descendu nous chercher. Il a trouvé notre chambre vide et n'a pas réussi à joindre Ethan par téléphone. Il a fouillé toute la maison jusqu'à ce que, en passant devant la cave, il entende mes faibles sanglots étouffés. Je suis inutile. J'ai été trop indulgent avec lui pendant trop longtemps, il gémit, sa voix remplie de regrets. Je pensais que c'était juste une phase et qu'il reprendrait ses esprits. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse perdre son humanité de cette façon. Je restais silencieuse, des larmes coulant à nouveau sur mon visage. Alors, il savait. Il savait qu'Ethan trompait. Il savait ce que j'endurais, mais il avait choisi de rester silencieux. Ce silence était peut-être un autre couteau invisible qui avait contribué à me pousser dans l'enfer de ce soir. La voiture dévalait la rue vide. Les lampadaires éclairaient son visage vieilli, illuminant les profondes rides de douleur et de remords. L'hôpital n'était qu'à quelques pâtés de maison. Je me suis retourné pour regarder mon fils. Il était toujours inconscient, sa respiration devenant de plus en plus faible. « Tiens bon, mon amour. Nous y sommes presque, ai-je chuchoté. À ce moment précis, le téléphone d'Arthur sonna. C'était un numéro inconnu. Il fronça les sourcils et le mit sur haut-parleur. « Allô ?» Une voix masculine paniquée et inconnue retentit. « Excusez-moi, est-ce que c'est le contact d'urgence pour le propriétaire du véhicule avec la plaque d'immatriculation 51X ?» Mon cœur fit un bond. C'était la plaque d'immatriculation d'Ethan. « Oui, je suis son père. »« Qu'est-ce qui se passe ?» grogna Arthur. « Monsieur, sa voiture vient d'avoir un accident sur la Long Island Expressway. » C'est très critique. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, et tout est devenu noir. Ethan avait un accident en ce moment, juste après nous avoir cruellement abandonnés pour sa maîtresse. Un vicieux sentiment de satisfaction a vacillé en moi, mais il a été immédiatement remplacé par une confusion accablante. Autant je le détestais, autant je ne lui souhaitais jamais la mort. Il était toujours le père de mon fils. Le téléphone glissa de la main d'Arthur et tomba au sol. La voiture fit une embardée dangereuse. « Papa » ai-je crié, en attrapant le volant. Arthur était stupéfait, ses yeux vides, fixant droit devant lui. Il murmura « Rétribution. C'est une rétribution divine. » La voiture s'arrêta en crissant devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Mais maintenant, mon esprit n'était plus seulement rongé par l'inquiétude pour mon fils, mais aussi par un enchevêtrement chaotique. Mon mari cruel était étendu au seuil de la mort, et mon beau-père, qui venait de me sauver d'un enfer, semblait sombrer dans un autre qui lui était propre.
La nuit était loin d'être terminée. Les portes des urgences se sont refermées, me coupant du monde de mon fils. Je suis resté figé dans le couloir froid de l'hôpital, mon esprit complètement vide. L'odeur forte d'antiseptique, le grincement des roues des brancards, les appels urgents des infirmières, tout cela se mélangeait en un bourdonnement lointain et chaotique. Je n'entendais rien de tout cela. Dans mes oreilles, il n'y avait que le bruit de la respiration faible et saccadée de Léo et le cri silencieux dans ma propre poitrine. Mon enfant, ma vie, était là-dedans en train de se battre pour sa vie, et je ne pouvais que rester là, impuissante. Une main fine se posa sur mon épaule. Je me suis retourné. C'était mon beau-père. Le visage d'Arthur était maintenant cendré, ses yeux injectés de sang et vides. « Chloé, commença-t-il, sa voix rauque. « Ethan, il est aux urgences au bout du couloir. » J'ai suivi son regard. Non loin de là, un autre ensemble de portes d'urgence était éclairé. Je savais qu'Ethan était là-dedans, le mari qui nous avait impitoyablement poussés, mon fils et moi, au bord de la mort. Un sentiment étrange m'envahit, pas d'inquiétude, pas de satisfaction, mais un vide terrifiant. Chaque émotion que j'avais pour cet homme semblait être morte dans la cave. Maintenant, mon esprit n'avait de place que pour une seule préoccupation, Léo. « Tu devrais aller voir comment il va, » dit Arthur, sa voix lourde de fatigue. J'ai secoué la tête, mes yeux fixés sur les portes de la chambre de mon fils. « Je reste ici pour Léo. » Ma réponse fut brève mais ferme. Arthur me fixa, peut-être surpris par ma froideur. Mais ensuite, dans ses yeux fatigués, la surprise fut remplacée par un regard de tristesse et de compréhension. Il ne dit rien de plus, se contentant de se tenir silencieusement à côté de moi, nous deux fixant la même porte, deux personnes attendant deux vies, mais nos cœurs dans deux mondes complètement différents. Le temps s'éternisa, chaque seconde une forme de torture. Je faisais les 100 pas, mes mains jointes en prière. Je priais Dieu, tout être divin qui pouvait entendre ma supplique, « S'il te plaît, sauve mon fils. Il est si petit, si innocent. Laisse-moi porter tout le péché, toute la rétribution. » Arthur s'affala sur une chaise de la salle d'attente, la tête entre les mains. Son dos autrefois droit semblait s'être voûté. Je savais que sa douleur était 100 fois plus grande que la mienne. D'un côté, son petit-fils était dans un état critique. De l'autre, son fils unique se battait pour sa vie. Les deux douleurs le déchiraient. Enfin, après ce qui me parut une éternité, les portes de la chambre de Léo s'ouvrirent. Un jeune médecin en sortit, enlevant son masque. Arthur et moi nous sommes précipités. « Docteur, mon fils, mon petit-fils. Comment va-t-il » Le médecin nous fit un petit sourire rassurant. « Vous avez eu de la chance de l'amener à temps. Le garçon a eu une crise fébrile causée par une infection virale. Nous avons réussi à faire baisser sa fièvre et à le stabiliser. Il est hors de danger immédiat, mais il devra être surveillé pendant quelques jours. » En entendant cela, mes jambes se dérobèrent sous moi et je m'effondrai sur le sol, des larmes de joie coulant sur mon visage. Mon fils était sauvé. Dieu merci. Arthur poussa un long soupir de soulagement et m'aida à me relever. C'est merveilleux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Léo a été transféré dans le service de pédiatrie. En le voyant dormir paisiblement dans son lit, son visage toujours pâle, mais sa respiration régulière, un véritable sentiment de paix s'est enfin installé en moi. Je me suis assise à côté de son lit, tenant sa petite main contre ma joue. Tant qu'il était là, aucune autre tempête n'avait d'importance. Arthur resta longuement à la porte, nous regardant, puis se retourna et partit silencieusement. Peu de temps après, il revint, tenant une clé et un petit morceau de papier. Il me l'étendit. « Chloé, prends ça. » Je le regardai, confuse. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» C'est la clé du coffre-fort dans mon bureau. La combinaison est l'anniversaire de Léo, dit-il, sa voix basse et étrangement résolue. À l'intérieur se trouve le sceau de la société, les actes de propriété de tous nos biens et plusieurs portefeuilles d'actions. À partir de maintenant, tu vas les garder. J'étais si stupéfaite que j'ai failli laisser tomber la clé. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi me donnerais-tu ça? Arthur me regarda droit dans les yeux, son expression n'étant plus vide, mais remplie d'une détermination d'acier. J'ai été faible pendant trop longtemps. Je suis resté silencieux et j'ai laissé ta souffrance et celle de ton fils. Le prix que nous avons payé aujourd'hui est trop élevé. Que Ethan vive ou meure,
il n'a plus le droit de gérer cette famille. Quant à ta belle-mère, elle a été aveuglée par l'argent et l'indulgence. Il serra ma main qui tenait la clé. Chloé, je sais que tu es une personne bonne, forte et sensée. Je ne peux faire confiance à personne d'autre que toi. À partir de maintenant, tu prendras toutes les décisions pour cette famille. Utilise-les pour te protéger et pour élever correctement Léo. Ne laisse plus jamais personne te brutaliser. Pas même ta belle-mère. Ses paroles, sa confiance, me firent monter les larmes aux yeux. Mon beau-père, l'homme que j'avais toujours considéré comme sévère et distant, était celui qui avait tout vu et qui me tendait maintenant une épée et un bouclier pour me défendre. Je tenais la clé, sentant son poids, pas seulement le poids du métal, mais le poids de la responsabilité, d'un nouvel avenir qui s'ouvrait devant moi. À ce moment précis, une infirmière des urgences d'Ethan courut vers nous, essoufflée. « Monsieur, le médecin a besoin de parler immédiatement à la famille d'Ethan. » Arthur tressaillit et se leva. J'ai instinctivement fait un mouvement pour le suivre, mais l'infirmière ajouta quelque chose qui nous figea tous les deux. Et l'épouse du patient vient d'arriver. Elle fait un esclandre dehors, exigeant de voir son mari. L'épouse du patient. J'étais juste là. Pouvait-elle parler de Jessica? Avait-elle l'audace de se présenter ici en tant qu'épouse d'Ethan? Les mots de l'infirmière furent comme un coup de tonnerre, nous laissant, Arthur et moi, sans voix. J'étais l'épouse légale d'Ethan, la femme qui avait été avec lui pendant 6 ans, la mère de son enfant. Alors, qui était cette femme qui faisait un esclandre? Ce devait être Jessica. Son audace avait dépassé toutes les limites que j'aurais pu imaginer. Elle n'avait pas seulement volé mon mari. Maintenant, elle essayait de voler mon identité. À cet instant précis, le visage d'Arthur s'assombrit. Sans un mot, il se tourna et se dirigea d'un pas décidé vers la salle d'urgence d'Ethan. Je me suis empressé de le suivre, un feu de rage brûlant en moi. Je voulais la voir. Je voulais voir le visage de la femme qui avait détruit ma famille. Le couloir menant à la salle d'urgence d'Ethan était déjà chaotique. De loin, j'entendais une voix familière, stridente et criarde. « Savez-vous qui je suis? Je suis la femme d'Ethan. Mon mari est là-dedans. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Et s'il lui arrivait quelque chose? Pouvez-vous en assumer la responsabilité? » Au milieu d'une petite foule d'infirmières et d'agents de sécurité de l'hôpital, se tenait Jessica, habillée sur son 31 comme pour une fête. Elle portait une robe rouge écarlate moulante, un maquillage chargé et des talons hauts vertigineux. Elle ne ressemblait en rien à une épouse inquiète, mais plutôt à une reine inspectant son domaine, furieuse que ses sujets lui désobéissent. « Arrêtez ça !» La voix d'Arthur retentit, forte et autoritaire, coupant court à la tirade de Jessica. Tout le monde se tourna, surpris. Quand Jessica vit Arthur, son visage afficha une lueur de malaise, mais elle fut rapidement remplacée par une confiance effrontée. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras et commença sa prestation larmoyante. « Papa, papa, vous êtes là. Regardez ces gens. Ils ne veulent pas me laisser voir Ethan. Il est là-dedans et je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je suis si inquiète, papa. » Elle sanglotait de façon théâtrale, pointant du doigt les infirmières et les gardes comme si elle était la victime. Les spectateurs, ignorant la situation, commencèrent à chuchoter entre eux, nous regardant avec sympathie. Arthur retira froidement ses mains et la repoussa. Ses yeux, fixés sur elle, ne contenaient aucune chaleur, seulement du mépris et du dégoût. « De quel droit m'appelez-vous papa ?» Sa question stupéfia Jessica. Le faux sourire sur ses lèvres se figea. « Papa, qu'est-ce que vous racontez? Je suis la femme d'Ethan. » Arthur laissa échapper un rire dur et glacial. Son épouse légale, la mère de mon petit-fils, est juste là. Vous n'êtes rien de plus qu'une briseuse de ménage qui a détruit une famille. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Il se tourna ensuite vers moi, son regard s'adoucissant. Il prit ma main et la leva pour que tout le monde la voie. Voici ma belle-fille, la seule épouse que la famille y reconnaîtra jamais. Le revirement soudain d'Arthur choqua toutes les personnes présentes. Le visage de Jessica passa du rouge au blanc. Elle était sans voix. Elle n'aurait jamais imaginé que le futur beau-père qu'elle avait tant essayé de séduire l'exposerait si brutalement en public. À ce moment précis, les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent. Un médecin plus âgé en sortit, le visage fatigué. « Qui est la famille du patient Ethan ?
Arthur et moi nous sommes avancés. C'est nous. Comment va notre fils, docteur? Le médecin nous regarda, secoua la tête et soupira. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le patient a subi un grave traumatisme crânien suite de l'impact. Il est stable maintenant, et nous lui avons sauvé la vie, mais, il s'arrêta comme s'il cherchait les mots les moins douloureux, les lésions cérébrales sont importantes. Il est fort probable qu'il ne se réveille jamais. Il vivra dans un état végétatif persistant. Un état végétatif. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Même si l'amour était parti, entendre que l'homme avec qui j'avais autrefois partagé ma vie passerait le reste de ses jours comme un corps sans âme me remplissait toujours d'un sentiment de tristesse. Mais celle qui s'est complètement effondrée, c'est Jessica. Non, c'est impossible, hurla-t-elle, la voix stridente et folle. Ethan ne peut pas être comme ça. Il a promis de m'épouser, de me donner une vie de luxe. Vous mentez. Vous mentez tous. Elle se jeta en avant, essayant de se frayer un chemin de force dans la salle d'urgence, mais furent tenus par des agents de sécurité. La cupidité et le désespoir l'avaient transformée en un animal sauvage, dépourvu de raison. Lâchez-moi, Ethan. Mon argent, mon manoir, mes voitures. Elle cria et se débattit. Ses paroles délirantes exposèrent involontairement toute la vérité. La foule comprit alors. Ils la regardèrent avec mépris. Elle n'était pas là parce qu'elle était inquiète pour la vie d'Ethan. Elle était inquiète pour la fortune qu'il lui avait promise. Arthur fit signe à la sécurité. Sortez-la d'ici. Ne laissez pas sa saleté contaminer cet endroit. Jessica fut traînée par 2 gardes costauds, continuant à hurler des injures. Sa silhouette rouge criarde disparut dans le couloir, laissant derrière elle un lourd silence et une tragédie dont le rideau venait de tomber. Je restais là à regarder, ne ressentant aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse mélancolique. La cupidité humaine est une chose terrifiante. Elle peut transformer une belle jeune femme en un monstre prêt à piétiner la vie et la moralité. Eleanor, ma belle-mère, arriva à l'hôpital peu de temps après, probablement avertie par quelqu'un. Dès qu'elle vit Arthur et moi debout devant la salle d'urgence, elle se précipita, non pas pour s'enquérir de son fils, mais pour pointer un doigt directement vers mon visage et crier, « C'est toi. Toi, la maudite. Tu as ruiné mon fils. Depuis le jour où tu as mis les pieds dans notre maison, ma famille n'a jamais connu un jour de paix. Maintenant, tu lui as fait ça. Tu es satisfaite maintenant ?» Ces paroles venimeuses résonnèrent dans le couloir. Arthur ne put plus le supporter. Il rugit, « Tais-toi. As-tu la moindre idée de ce que ton précieux fils vient de faire? Il a enfermé sa femme et son enfant fébrile à la cave pour aller batifoler avec sa maîtresse. Son accident est de sa propre faute. C'est le karma. » Eleanor fut stupéfaite par la rage de son mari, mais elle rétorqua rapidement, « Tu la défends. Tu as toujours défendu cette paysanne. Quel genre de sort t'a-t-elle jeté ?» Arthur tremblait de fureur, levant la main pour frapper sa femme. Je suis intervenu rapidement. « Papa, s'il vous plaît, arrêtez. C'est un hôpital. » Je savais qu'une nouvelle guerre au sein de ma famille ne faisait que commencer. Une guerre entre la justice et l'humanité d'un côté, et l'égoïsme aveugle et cruel de l'autre. Et moi, autrefois victime, j'étais propulsé au centre de celle-ci. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital devint ma deuxième maison. Ma vie était divisée en 2. Une moitié passée dans le service de pédiatrie avec Léo, l'autre moitié à courir vers l'unité de soins intensifs pour vérifier l'état d'Ethan. La fièvre de Léo avait complètement disparu, et il était revenu à son état de rire et de bavardages habituels. Mais le traumatisme de cette nuit semblait encore le hanter. Il sursautait parfois dans son sommeil, appelant son père avec crainte. Chaque fois, mon cœur se brisait. Je ne pouvais que le serrer fort et lui murmurer des mots de réconfort, sachant que la cicatrice sur sa jeune âme mettrait longtemps à guérir. Quant à Ethan, il restait là, immobile et insensible. Les machines modernes autour de lui émettaient des bips avec un rythme constant et froid, la seule preuve qu'il était encore dans ce monde. Les médecins ont dit que son état ne montrait aucune amélioration. Il était vraiment dans un état végétatif, une ombre de lui-même. Je lui rendais visite non pas par amour ou par devoir. L'amour était mort, et le devoir avait disparu après ce qu'il avait fait. J'y allais, peut-être par un dernier vestige de décence humaine, parce qu'il était, après tout, le père de mon fils.
Je restais là à regarder l'homme qui avait autrefois été tout mon univers, ne ressentant rien ni amour, ni haine, juste un vide douloureux et étranger. Après sa colère à l'hôpital, Eleanor n'osait plus élever la voix sur moi. La dure vérité sur son précieux fils, combinée à la position ferme d'Arthur, semblait l'avoir intimidée, mais je savais que ce n'était qu'un silence temporaire. À l'intérieur de cette femme se trouvait un volcan de ressentiment attendant d'entrer en éruption. Elle rendait souvent visite à Ethan, mais choisissait toujours des moments où je n'étais pas là. Elle allait et venait comme un fantôme, ses yeux toujours fixés sur moi comme des poignards. Ma vie dérivait dans un état d'épuisement et de stagnation. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que j'épluchais une pomme pour Léo, Arthur entra dans la pièce. Il avait l'air beaucoup plus âgé, mais ses yeux étaient fermes. Il s'assit et me regarda longtemps avant de parler, sa voix basse et claire. « Chloé, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. » Je levai les yeux, sans comprendre. Léo va bien maintenant, et Ethan, il ne se réveillera probablement jamais. Tu as tout ton avenir devant toi. Tu ne peux pas enterrer ta jeunesse dans cet hôpital à l'ombre d'un homme qui n'est plus lui-même. Mais que suis-je supposé faire, papa, demandai-je, la voix pleine de confusion. Je ne sais pas où aller. Rentre à la maison, répondit Arthur simplement. Et commence à apprendre à être maîtresse de ta propre vie. Je t'ai dit qu'à partir de maintenant, c'est toi qui prendras les décisions. Je veux que tu rentres non pas en tant que belle-fille soumise, mais en tant que chef de cette famille. Ces mots me laissèrent sans voix. Moi, une femme qui n'avait connu que la cuisine et son enfant. Comment pourrais-je gérer tout un domaine, une grande entreprise? Je ne peux pas le faire, papa. Je ne connais rien au monde des affaires. Arthur sourit, un spectacle rare sur son visage buriné. Personne ne naît en sachant tout. Si tu ne sais pas, tu apprends. Quand j'ai commencé, je n'étais qu'un mécanicien sans rien à mon nom. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais, mais si tu as le courage de le faire. Il plongea son regard dans mes yeux, son regard m'imprégnant d'une force invisible. Chloé, tu es intelligente, patientée, surtout, tu as un cœur bon. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter, des choses qu'Ethan et sa mère n'auront jamais. Je crois en toi. Fais-le pour toi et pour l'avenir de Léo. Ce jour-là, mon fils et moi avons quitté l'hôpital et sommes retournés au manoir que je pensais ne plus jamais vouloir revoir. Mais cette fois, mon état d'esprit était complètement différent. Je n'étais plus une ombre, une invitée dans ma propre maison. Je suis revenu en tant que quelqu'un qui était sur le point d'apprendre à se battre pour ce qui lui appartenait. En franchissant la porte familière, j'ai vu Eleanor assise sur le canapé, les bras croisés, ses yeux perçants nous scrutant, mon fils et moi. Alors, vous êtes de retour. Je pensais que vous aviez l'intention de partir pour de bon. Je n'ai rien dit, me contentant de faire passer Léo devant elle. Arrête, aboya-t-elle. Qui t'a donné la permission de partir sans mon consentement? Me considères-tu encore comme ta belle-mère? Je m'arrêtai et me tournai lentement pour lui faire face, la regardant droit dans les yeux. Mon regard n'avait plus la peur et la soumission d'avant, mais un calme presque froid. Mère, je suis revenu dans ma maison. J'ai emmené mon fils dans sa chambre. Je ne crois pas avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour cela. Mon attitude stupéfia Eleanor. Elle ne m'avait probablement jamais vu lui répondre de cette façon. Toi, balbutia-t-elle, sans voix de rage. À ce moment précis, Arthur descendit de l'étage supérieur. Tu essaies encore de causer des problèmes, grogna-t-il. Chloé vient de ramener notre petit-fils de l'hôpital. Si tu ne peux pas dire un seul mot gentil, alors au moins ne cherche pas la bagarre. Eleanor se leva brusquement de son siège. Regarde-la, Arthur. Elle ne respecte plus personne. Elle pense probablement qu'avec Ethan allongé là, elle peut prendre le contrôle et s'emparer de tous les biens de la famille, n'est-ce pas? Oui, répondit Arthur, sa voix ferme. À partir de maintenant, tous les biens de cette famille, toutes les décisions importantes de l'entreprise seront prises par Chloé seule. C'est ma décision. Tu as un problème avec ça? La mâchoire d'Eleanor se décrocha. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Ses plans pour contrôler les finances, pour faire venir un neveu éloigné comme nouvel héritier, se sont tous évaporés dans les airs. Elle me regarda avec une expression de haine pure. Très bien vous deux. Très bien, dit-elle en sifflant, puis se précipita vers sa chambre. Je savais qu'à partir de ce moment, la guerre dans ma famille avait vraiment commencé.
Mais je n'avais plus peur. J'avais le soutien de mon beau-père, et surtout, j'avais une raison de me battre. Dans les jours qui suivirent, j'ai commencé à me familiariser avec un monde complètement étranger. Arthur devint mon mentor. Il m'emmena dans l'entreprise, me présenta aux principaux dirigeants. Il m'apprit à lire les rapports financiers, à analyser le marché et à négocier avec les partenaires. Au début, j'étais complètement perdu. Tout était nouveau et complexe. Mais grâce à la persévérance et à des efforts acharnés, j'ai progressivement commencé à comprendre. Je restais debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour étudier les documents. J'étais la première à arriver et la dernière à partir, participant à chaque réunion. Ma transformation a surpris tout le monde dans l'entreprise, des administrateurs les plus exigeants aux employés de base, et ils ont lentement commencé à me respecter. En creusant dans les affaires de l'entreprise, j'ai découvert de nombreuses irrégularités, des dépenses inexpliquées, des contrats à des prix ridiculement gonflés avec des sociétés écrans, des projets avec des dépassements de coûts mystérieux, tous portant la signature d'Ethan. Il semblait qu'il n'était pas seulement un mari coureur de jupons, mais aussi quelqu'un qui avait utilisé sa position pour détourner de l'argent de l'entreprise pendant des années. Un pressentiment me disait que Jessica n'était pas la seule autre femme dans sa vie, et que ce voyage fatidique au Honton était probablement plus qu'une simple escapade romantique. Plus je me plongeais dans les documents de l'entreprise, plus un frisson me parcourait l'échine. Le monde des affaires qu'Ethan et sa famille avaient construit n'était pas aussi glamour ou transparent qu'il y paraissait. C'était un réseau complexe de relations louches, de chiffres savamment forgés et d'énormes sommes d'argent qui s'étaient évanouies dans les airs. Chacune des signatures d'Ethan sur ces documents me semblait une moquerie de ma naïveté au fil des ans. J'avais pensé qu'il était un mari brillant, dévoué à sa carrière. Il s'est avéré que son intelligence était utilisée pour siphonner la sueur et les efforts de son propre père. Arthur, après m'avoir remis les rênes, semblait s'être débarrassé d'un grand fardeau. Il n'intervenait pas directement, ne servant que de conseiller patient et de mentor. Chaque soir, après que Léo se soit endormi, nous nous asseyions dans le bureau entouré de piles de dossiers imposantes. Il me montrait comment repérer un contrat désavantageux, comment suivre les flux de trésorerie, comment déjouer les mensonges que les chiffres pouvaient raconter. Dans les affaires, on ne peut faire entièrement confiance à personne, pas même à ceux qui sont le plus proches de soi, disait-il, les yeux lointains. La cupidité peut transformer un ami en ennemi, un être cher en étranger. Ces mots étaient un résumé amer de la tragédie de sa propre famille. J'ai décidé de commencer par les dépenses les plus importantes et les plus inhabituelles. Mes yeux se sont posés sur une série de virements mensuels réguliers vers une entreprise au nom très élégant, Eleyon Design LLC. Chaque virement s'élevait à des dizaines de milliers de dollars, étiquetés comme « honoraires de consultation de projet ». Mais ce qui était étrange, c'est que cette entreprise n'était jamais apparue sur notre liste de partenaires officiels. J'ai demandé à Arthur. Il a secoué la tête, n'ayant jamais entendu ce nom. Une société de conseil fantôme, où était-ce le canal d'Ethan pour blanchir de l'argent? J'ai décidé que je devais en savoir plus. Je me suis tourné vers David, un jeune et intelligent directeur des ventes qui était farouchement loyal envers Arthur. Il était l'un des rares de l'entreprise qui ne se trouvait pas dans le camp d'Eleanor ou d'Ethan. Après lui avoir expliqué la situation, David a accepté sans hésitation. Ne vous inquiétez pas, Chloé. Laissez-moi faire. Je soupçonne que quelque chose ne va pas depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer. 2 jours plus tard, David m'a apporté un dossier. Les informations qu'il contenait étaient stupéfiantes. Eleyon Design était une vraie entreprise, mais ce n'était pas une société de conseil en construction. C'était une entreprise de design d'intérieur haut de gamme et de meubles de luxe. Et le représentant légal, le propriétaire de l'entreprise, n'était autre que Jessica. Une froide terreur m'envahit. Alors, c'était ça. Ethan avait utilisé le prétexte des honoraires de consultation pour légitimer le transfert d'argent de l'entreprise à sa maîtresse. Il ne lui avait pas seulement donné de l'argent de poche. Il avait financé toute une entreprise pour elle. Son amour pour elle était clairement plus qu'une passion éphémère. Mais ce n'était pas tout. David avait trouvé quelque chose d'encore plus accablant. « Chloé, regardez ça », dit-il en pointant du doigt une adresse sur la licence commerciale d'Eleyon Design. « Cette adresse vous semble-t-elle familière ?» Je plissai les yeux. C'était l'adresse d'un condo de luxe dans un nouveau développement à Soho. Je me figeai. C'était le même appartement à propos duquel Ethan m'avait menti,
affirmant qu'il l'avait acheté comme investissement pour notre avenir afin de le louer. Il s'est avéré que l'avenir dont il parlait était son avenir avec Jessica. Ils avaient construit leur propre nid d'amour juste sous mon nez avec l'argent de ma famille. La colère et la douleur de la trahison me submergèrent à nouveau. Je pensais être devenu insensible, qu'il ne me restait plus aucun sentiment. Mais non, cette blessure était encore trop profonde. J'étais allé dans cet appartement une fois. Ethan avait menti, disant qu'il m'emmenait voir un modèle d'unité. Je me souvenais encore du sentiment de fascination devant son luxe moderne. Je me souvenais encore de lui murmurant à mon oreille, « Un jour, j'achèterai une maison encore plus belle pour toi et Léo. » Tout était un mensonge. Une performance parfaite. Chloé, j'ai trouvé ça aussi. La voix de David me ramena à la réalité. Il me tendit une clé USB. C'est un enregistrement de la caméra de sécurité dans le couloir de l'immeuble. Il a fallu beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Ma main trembla lorsque je branchai la clé USB à mon ordinateur. Une vidéo apparut. Il s'agissait d'images de l'après-midi du jour où Ethan avait eu son accident. Dans la vidéo, Ethan et Jessica se tenaient la main, riaient et parlaient en sortant de l'ascenseur. Ethan portait le sac de voyage que j'avais préparé pour lui. Il n'allait pas au Hampton. Leur destination était cet appartement. Ils étaient sur le point de commencer leur escapade romantique juste là. J'ai avancé rapidement. Environ 2 heures plus tard, Ethan partit seul. Il avait l'air pressé, parlant au téléphone avec quelqu'un, son expression tendue. Il monta dans sa voiture et démarra en trombe. C'est à ce moment-là qu'il a dû recevoir un appel urgent du travail et se précipiter sur l'autoroute, ce qui a conduit à son accident fatal. Donc, le voyage au Hampton n'était qu'un mensonge pour me tromper. Son véritable paradis était tellement plus proche. Voyez-vous, auditeur? Parfois, la vérité est plus brutale et cruelle que nous ne pouvons l'imaginer. Une épouse dévouée, attachée à sa famille, a été trompée de façon éhontée par le mari qu'elle aimait. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez de l'indignation face à la trahison et de la sympathie pour la femme, veuillez partager cette vidéo. Répandons cette histoire comme un avertissement pour les femmes autour de nous afin qu'elles puissent reconnaître et se protéger des menteurs et donner à Chloé plus de force dans son combat pour la justice qu'elle mérite si bien. J'ai fermé l'ordinateur portable, la tête qui tournait. Cette preuve était plus que suffisante pour dénoncer Ethan et Jessica. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Quelqu'un qui pouvait orchestrer une tromperie aussi élaborée pendant des années, ses crimes ne se limitaient sûrement pas au détournement de fonds et à l'adultère. J'avais le fort sentiment que l'accident d'Ethan n'était peut-être pas un accident du tout et que les secrets derrière les projets qu'il gérait étaient bien plus sinistres. Avec des preuves irréfutables entre les mains, j'aurais pu immédiatement tout dénoncer, ruinant la réputation de Jessica et laissant Eleanor sans visage à montrer à personne. Mais je ne l'ai pas fait. Une attaque surprise pourrait apporter une satisfaction temporaire, mais elle ne résoudrait pas la racine du problème. De plus, mes instincts concernant les autres sombres secrets d'Ethan m'ont incité à agir avec plus de prudence. Je devais retirer ces couches une par une, avec soin et sûreté, jusqu'à ce que le noyau pourri soit pleinement exposé à la lumière. J'ai décidé de ne pas les exposer immédiatement, mais de commencer par couper leur source de vie, l'argent. Mon plan a commencé un lundi matin ensoleillé. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, j'ai choisi un tailleur de pouvoir bleu marine et j'ai appliqué un maquillage léger mais précis. Je me suis regardé dans le miroir, plus la Chloé faible et soumise d'hier. Mes yeux contenaient maintenant une détermination d'acier et une pointe de froideur. Aujourd'hui, je ferai mon premier pas. Je suis allé au bureau et j'ai convoqué une réunion d'urgence avec le service de comptabilité et David. À la surprise de tous, j'ai donné un ordre décisif, à compter d'aujourd'hui, j'ordonne un examen et une suspension temporaire de tous les paiements pour les contrats de conseil avec Eleyon Design. De plus, gelez toutes les cartes de crédit d'entreprise supplémentaires émises à des personnes qui ne sont pas des employés. La chef de la comptabilité, une femme d'âge moyen connue pour être l'une des fidèles d'Eleanor, s'est immédiatement opposée. Mademoiselle, nous ne pouvons pas faire ça. Les contrats avec Eleyon Design ont été personnellement approuvés par le PDG Ethan et sont payés régulièrement depuis 2 ans. Quant aux cartes supplémentaires, l'une d'entre elles appartient à l'épouse du président, Madame Eleanor. Si nous la gelons sans autorisation, quand elle le découvrira? Je l'ai interrompu. Ma voix, calme mais suffisamment puissante pour faire taire la pièce, demanda, « Qu'est-ce que vous venez de dire? La femme du président? À ma connaissance,
le président actuel du conseil d'administration est Monsieur Arthuret. Ma belle-mère, Madame Eleanor Hay, n'occupe aucune fonction officielle dans cette entreprise. Alors, sur quelle base utilise-t-elle une carte de crédit d'entreprise sans limite de dépenses? La chef comptable était sans voix, le visage pâle. Quant à Alzian Design, continuai-je, mon regard perçant balayant tout le monde, je soupçonne que cette entreprise est une façade pour blanchiment d'argent. J'ai déjà demandé à notre service juridique d'enquêter. En attendant d'avoir un résultat définitif, toutes les transactions doivent être interrompues. C'est mon ordre. En tant que chef intérimaire de cette entreprise, avec la pleine autorité du président Arthuret, quelqu'un a-t-il des objections? La salle de réunion était silencieuse comme une tombe. Le pouvoir qu'Arthur m'avait conféré était maintenant pleinement en vigueur. Personne n'osait discuter. Comme je m'y attendais, la tempête a éclaté quelques heures plus tard. La première personne à m'appeler fut Eleanor. Elle était dans un grand magasin de luxe et sa carte noire habituelle avait été refusée. « Toi? Que as-tu fait à ma carte ?» cria-t-elle dans le téléphone, sa voix remplie de rage. « Tu oses bloquer ma carte? Sais-tu qui je suis ?» Je répondis calmement, d'une voix égale, « Mère, je ne fais que suivre la politique de l'entreprise. Les cartes de crédit d'entreprise sont destinées aux employés pour les dépenses liées à l'entreprise. Vous n'êtes pas une employée, j'ai donc été obligé de la révoquer. Toi? Tu oses me faire la leçon? Cette entreprise appartient à ma famille. Je peux dépenser ce que je veux. Mère, l'entreprise est une entité juridique indépendante, et non la propriété personnelle de qui que ce soit. À partir de maintenant, pour toutes les dépenses personnelles, veuillez utiliser votre propre argent, dis-je, puis je raccrochai, ne lui laissant aucune chance de me maudire davantage. Je pouvais imaginer son visage. Elle devait être furieuse au point d'exploser, sa vie de luxe et de shopping frénétique prenant fin brutalement. La personne suivante à me trouver fut Jessica. Elle n'a pas appelé. Elle est venue directement au bureau. Elle était toujours vêtue avec élégance, mais son visage manquait de sa confiance arrogante habituelle. Elle a été arrêtée à la réception. Je l'ai observée sur le moniteur de sécurité depuis mon bureau. Elle essayait d'avoir l'air pitoyable, disant à la réceptionniste qu'elle avait une affaire urgente à me signaler. Je l'ai laissée monter. En entrant dans mon bureau, Jessica jeta un regard envieux autour d'elle. « Chloé, commença-t-elle, sa voix horriblement douce, j'ai entendu dire que notre entreprise suspendait le contrat avec ma société. Y a-t-il une sorte de malentendu? Notre contrat est toujours valide. » Je me suis adossé à ma chaise, faisant tournoyer un stylo. Il n'y a pas de malentendu, mademoiselle Walker. Notre entreprise est simplement en train de revoir l'efficacité de nos partenaires, et nous avons remarqué qu'en dehors de la réception de paiements mensuels réguliers, votre entreprise ne semble apporter aucune valeur de conseil réel. L'expression de Jessica changea. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le contrat a été signé par Ethan lui-même. Il connaît le mieux la valeur que nous apportons. Ah, vraiment? Je lui adressai un léger sourire. Alors, voudriez-vous me montrer des rapports de travail, des enregistrements d'acceptation ou des produits de conseil que votre entreprise nous a livrés au cours des 2 dernières années? Jessica était à court de mots. Bien sûr, elle n'avait rien de tout cela. C'étaient tous de faux contrats. Vous me créez délibérément des difficultés. Si Ethan le découvre, il ne vous laissera pas faire, recourut-elle aux menaces. Je me suis levé, j'ai marché vers elle et j'ai chuchoté près de son oreille, juste assez fort pour que nous deux puissions entendre. Ethan, vous pensez qu'il peut me faire quoi que ce soit maintenant? Vous devriez peut-être vous inquiéter d'abord pour vous-même. Vous croyez que je ne sais pas d'où vient l'argent pour votre appartement de Soho? Ou qui a payé la voiture de sport que vous conduisez? Mademoiselle Walker, vous devriez vous rappeler que ce qui ne vous appartient pas doit finir par être rendu, parfois avec des intérêts. Tout le corps de Jessica trembla, son visage devint livide. Elle me regarda avec un mélange de peur et de haine. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache tout. Sortez, dis-je, ma voix glaciale. Avant que j'appelle la sécurité. Jessica recula en titubant, n'osant pas dire un mot de plus, et s'enfuit comme si elle avait vu un fantôme. Mon premier geste fut un succès retentissant. J'avais coupé 2 sangsues qui vidaient l'entreprise de sa substance, mais je savais que ce n'était que le début. Acculés, les animaux sauvages deviennent plus dangereux que jamais, et j'avais le sentiment qu'Eleanor et Jessica ne resteraient pas au sol très longtemps.
La vraie bataille était sur le point de commencer. Comme je l'avais prédit, le silence d'Eleanor et de Jessica n'était que le calme avant la tempête, coupés de leurs sources financières et de leur mode de vie fastueux. Ces deux femmes n'avaient plus rien à perdre, et quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils peuvent faire les choses les plus folles. Leur contre-attaque ne visait pas l'entreprise ou ses actifs. Elle visait directement la seule chose à laquelle je tenais et ma plus grande faiblesse en ce moment, ma réputation. Elle voulait me détruire, me transformer en une méchante aux yeux de tous, afin que je ne puisse plus me tenir la tête haute et me défendre. La tempête a commencé par des chuchotements. Des rumeurs se sont répandues avec une intention délibérée. Au début, c'était au sein de l'entreprise. Les gens ont commencé à chuchoter dans mon dos que j'étais une épouse inhumaine qui, pendant que son mari était impuissant, conspirait avec son beau-père pour s'emparer du pouvoir, que j'étais un serpent qu'ils avaient nourri dans leur maison pendant des années, seulement pour se retourner et les mordre. Je savais que ces rumeurs étaient propagées par la chef comptable, la copine d'Eleanor. Je les ai ignorées. Je me suis concentré sur mon travail, croyant que mes actions seraient la meilleure réponse. Mais j'avais sous-estimé leur méchanceté. Quand les commérages de bureau n'ont pas suffi à me faire tomber, elles ont décidé de rendre l'histoire publique, la transformant en un mélodrame pour gagner la sympathie du public. Un matin, en arrivant au bureau, David se précipita dans mon bureau, le visage pâle. « Chloé, nous avons un problème. Tu dois voir ça. » Il déposa un journal à sensation sur mon bureau. En première page, un titre sensationnel me hurlait « La laide vérité derrière la tragédie d'un milliardaire, liaison tordue de l'épouse et complot pour s'emparer de la fortune alors que son mari gît mourant. » En dessous, un long article larmoyant. Il racontait une histoire complètement inventée. Il affirmait qu'Ethan et moi étions un couple heureux jusqu'à ce que j'aie une liaison avec un autre homme, sous-entendant fortement que c'était David. Quand Ethan l'a découvert, il a eu le cœur brisé au point de conduire de façon imprudente et de provoquer l'accident. L'article continuait en m'accusant de ne même pas rendre visite à mon mari à l'hôpital, mais de m'entendre avec mon beau-père pour prendre le contrôle de l'entreprise, chasser ma belle-mère de sa maison et lui couper tout soutien financier. L'article était accompagné de photos prises à dessein, une photo de David et moi travaillant tard au bureau, légendé, le rendez-vous secret des amants dans le dos du mari malheureux, une photo d'Eleanor pleurant devant les portes du manoir le jour où elle avait fait une scène, légendée, mère âgée chassée de sa maison par une belle-fille cruelle, et, le plus dégoûtant, une photo prise en secret d'Ethan dans son lit d'hôpital avec la légende, le mari tragique abandonné dans son moment de besoin. Mon sang ne fit qu'un tour. Je n'arrivais pas à croire qu'elles puissent être si viles. Non seulement elles déformaient la vérité, mais elles utilisaient aussi sans vergogne l'image tragique de leur propre fils et mari pour me calomnier. Chloé, ça se propage comme une traînée de poudre, dit David avec anxiété. Sur les réseaux sociaux, les gens partagent ça partout. Tous les forums de commérage parlent de toi. Il t'appelle. Il hésita. Il m'appelle comment? Dis-le. Il t'appelle l'épouse vipère venimeuse, la chercheuse d'or la plus impitoyable de l'année. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration pour maîtriser ma colère montante. Je savais qu'il s'agissait d'une attaque médiatique soigneusement calculée. Elle voulait utiliser la pression publique pour me détruire. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Partenaires commerciaux, investisseurs, même de vieux amis, tous appelaient pour s'enquérir de l'histoire. La boîte de réception de l'entreprise était inondée de courriels haineux. Les actions de l'entreprise, qui s'étaient redressées, ont recommencé à baisser. Chloé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Devons-nous organiser une conférence de presse pour rétablir les faits? Demanda David avec urgence. Je secouai la tête. Non. Plus nous n'irons, plus ils penseront que nous cachons quelque chose. Plus nous ferons de bruit, plus nous tomberons dans leur piège. Elles veulent que nous soyons chaotiques et que nous perdions notre concentration. Alors, on les laisse nous calomnier comme ça? Bien sûr que non. J'ouvris les yeux, mon regard froid et déterminé. Elles veulent jouer à ce jeu. Je vais jouer avec elles, mais pas selon leurs règles. David, j'ai besoin que tu découvres quel journaliste a écrit cet article et quelle publication l'a publié en premier. Je veux savoir qui les soutient. Je savais que la meilleure façon d'éteindre un feu n'est pas de verser de l'eau sur les flammes, mais de trouver et de couper son approvisionnement en oxygène. Eleanor et Jessica n'étaient que des marionnettes. Il devait y avoir un marionnettiste plus intelligent et plus malveillant tirant les ficelles dans les coulisses, quelqu'un qui savait comment manipuler les médias et l'opinion publique. Jessica avait des relations dans le monde du divertissement.
Avait-elle enrôlé une force puissante? Ce n'était plus seulement une querelle familiale. C'était devenu une guerre sur le front médiatique, une guerre où une seule petite erreur pouvait tout me coûter. Mais je n'avais pas peur. Elle m'avait sous-estimé. Elle pensait qu'une femme qui n'était habituée qu'à la cuisine s'effondrerait facilement sous le regard du public. Elle ne savait pas que même un verre se retourne, et qu'une femme acculée tout en protégeant son honneur et son enfant est plus redoutable que n'importe quelle tempête. La tempête médiatique était plus féroce que je ne l'avais imaginé. Mon nom était traîné dans la boue partout, des tabloïds au forum de médias sociaux. Mes photos ont été transformées en mèmes malveillants. Les gens ont inventé toutes sortes d'histoires sur mon passé, transformant mon récit d'orpheline sympathique en une chercheuse d'or intrigante et manipulatrice. La pression de l'opinion publique était une arme invisible mais dévastatrice. Les employés de l'entreprise ont commencé à me regarder différemment, avec suspicion et distance. Quelques partenaires ont commencé à hésiter, retardant la signature de nouveaux contrats. Le navire que j'essayais de redresser était une fois de plus en danger de sombrer. Mais celui qui a été le plus blessé, ce n'était pas moi. Un après-midi, je suis allé chercher Léo à l'école. Il ne s'est pas précipité pour me serrer dans ses bras comme d'habitude. Il est sorti lentement, la tête baissée, les yeux rouges et gonflés. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un t'a harcelé ?» Je me suis agenouillé, inquiète. Il n'a pas répondu, il a juste secoué la tête et a enfoui son visage dans ma poitrine, en sanglotant. Je l'ai serré contre moi, le cœur brisé. Je savais pourquoi il pleurait. Ces rumeurs vicieuses ne visaient pas seulement moi, elles poignardaient l'âme innocente de mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé Arthur et je lui ai tout raconté. Sa voix, à l'autre bout du fil, était sombre, remplie de colère mais aussi de calme. Je sais, l'avocat de l'entreprise l'a signalé ce matin. Ne t'inquiète pas, Chloé. Ce ne sont que les sales tours de petites gens. Reste concentré sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais papa, Léo, ma voix s'est étranglée. Je comprends. Amène-le chez moi pendant quelques jours. Nous avons des gens pour s'occuper de lui ici. Personne ne le dérangera. Quant à toi, tu dois être encore plus forte. C'est le moment de prouver ta force. Ces paroles étaient comme un sédatif, m'aidant à retrouver mon calme. Il avait raison. Je ne pouvais pas tomber. Je me battais non seulement pour moi-même, mais aussi pour mon fils. Pendant que je me retirais temporairement de la tempête, David travaillait efficacement. Il a trouvé la personne à l'origine du premier article, un journaliste indépendant du nom de Rick, connu pour ses méthodes contraires à l'éthique et sa volonté de vendre sa plume au plus offrant. Et la personne qui avait fourni les informations, les photos et une grosse somme d'argent à Rick n'était autre que Jessica. Elle avait utilisé ses relations dans le monde du divertissement pour lancer cette attaque. Mais un détail a attiré mon attention. David a rapporté que, selon ses sources, le montant d'argent que Jessica avait payé à Rick et à son réseau médiatique était bien au-delà de ses moyens financiers actuels. D'où venait cet argent? J'avais coupé les fonds d'Eleanor, et le contrat de Jessica avait été suspendu. Pourrait-il y avoir une tierce partie, un bienfaiteur mystérieux tirant toutes les ficelles? Cette pensée me fit frissonner. Ce combat était plus complexe que je ne l'avais pensé. Mais quel qu'il soit, mon objectif immédiat était d'éteindre ce feu, et la seule façon d'y parvenir était de faire en sorte que les incendiaires étouffent eux-mêmes les flammes. J'ai décidé de ne pas organiser de conférences de presse ni de querelles publiques. Je construirai ma propre scène et les inviterai tous à jouer leur dernier acte. J'ai raconté mon plan à Arthur. Au début, il hésitait, car c'était risqué, mais après que j'eus expliqué mon raisonnement, il a été convaincu. Très bien, fais comme tu le sens. Je vais tout organiser. Mon plan était simple. J'organiserai une réunion de famille élargie sous le prétexte d'une réconciliation et de la recherche d'un terrain d'entente pour l'avenir de Léo. Les invités comprendraient non seulement Eleanor et Jessica, mais aussi les aînés de la famille, les voix les plus respectées. Je divulguerai également accidentellement des informations sur cette réunion au journaliste Rick. J'étais certaine qu'il ne manquerait pas une occasion en or pour de telles nouvelles exclusives. La scène était prête. Le scénario était écrit. Il ne restait plus qu'aux acteurs principaux à entrer dans le piège parfait que j'avais tendu. Chers auditeurs, une grande pièce est sur le point de se terminer. Chloé, avec son intelligence et son courage,
sera-t-elle capable de renverser la situation et de démasquer les vrais visages de ceux qui lui ont fait du tort? Quels complots et secrets seront révélés lors de cette réunion familiale fatidique? Pour ne manquer aucun détail palpitant et pour accompagner notre protagoniste dans son cheminement vers la justice, abonnez-vous à Echo of the Past dès maintenant. Parce que ce qui est sur le point d'arriver vous tiendra sûrement collé à votre écran. La réunion a été fixée un après-midi de week-end au domaine de la famille. L'endroit était symbolique. C'était le siège du pouvoir, le gardien de l'héritage et des principes de la famille, et aujourd'hui il assisterait à la chute de ceux qui avaient utilisé cet héritage comme bouclier pour leurs actes vils. Je suis arrivé tôt avec Arthur pour préparer. Je ne portais pas de tailleur, mais une simple robe de soie blanche avec un minimum de maquillage. Je voulais apparaître comme une belle-fille et une mère, et non comme une femme d'affaires froide. Eleanor et Jessica sont arrivées ensemble. Eleanor jouait toujours la victime, les yeux rouges, ayant besoin de soutien pour marcher. Jessica portait une robe noire sombre, ayant l'air respectable mais incapable de cacher le regard triomphant dans ses yeux. Elle pensait probablement que j'avais été forcé de me rendre pour faire appel au jugement de la famille. Les aînés de la famille sont arrivés un par un. C'étaient tous des individus âgés et respectés. Leurs yeux contenaient un mélange d'examen minutieux et de pitié lorsqu'ils me regardaient. Je savais que les rumeurs les avaient influencés. Lorsque tout le monde était assis, je me suis levé et me suis incliné. Oncle, tante, cousin, je vous remercie d'être venus. J'ai pris la liberté de vous inviter tous ici aujourd'hui pour résoudre les malentendus et les conflits qui ont troublé notre famille. Je sais que ces événements malheureux ont affecté l'honneur de notre nom de famille, et pour cela, je suis vraiment désolé. Ma voix était sincère et humble. Voyant sa chance, Eleanor a commencé son numéro. Chloé, c'est bien que tu reconnaisses tes erreurs, renifla-t-elle. Quelle mère n'aime pas son fils? Quelle épouse n'aime pas son mari? Mais avant qu'elle ne puisse terminer, quelques figures inconnues sont apparues à la porte, brandissant des caméras. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. L'arrivée inattendue de la presse a rendu l'atmosphère déjà tendue du salon formel encore plus suffocante. Les aînés ont froncé les sourcils de désapprobation. Eleanor et Jessica ont échangé un regard entendu et triomphant. Elles pensaient que c'était leur plan de secours, organisé pour faire pression sur moi et transformer cette réunion de famille en un procès public où j'étais l'accusé. Arthur a commencé à se lever pour demander à la sécurité de les expulser, mais je lui ai fait un signe subtil de la tête, lui signalant de rester calme. Tout se passait selon mon scénario. Mes excuses, tout le monde. Il semble que quelqu'un ait divulgué des informations sur notre réunion, dis-je, feignant une légère détresse. Mais puisque nous en sommes arrivés là, je pense que ce serait peut-être mieux ainsi. Avec la presse comme témoin, tout sera juste et transparent. Je n'ai rien à cacher. En entendant cela, Eleanor et Jessica ont eu l'air encore plus satisfaites. Elles n'avaient aucune idée que ce groupe de journalistes, dont Rick, avait été invité par une source secrète que j'avais arrangée, et que les enveloppes qu'ils avaient reçues étaient beaucoup plus épaisses que tout ce que Jessica avait payé. Très bien, si Chloé le dit, l'un des aînés les plus respectés prit la parole. Alors commençons. Dites-nous ce qui s'est passé. Eleanor ne m'a pas donné la chance de parler en premier. Elle s'est immédiatement levée et s'est lancée dans son monologue larmoyant. Elle a raconté l'histoire parfaitement inventée des tabloïds, comment j'avais été infidèle, combien elle avait eu le cœur brisé en découvrant ma liaison, comment j'avais impitoyablement saisi les biens de la famille et l'avais chassée de sa propre maison. Elle a joué si convaincante que même moi, j'ai presque cru son récit tragique. Les flashs des appareils photo étaient incessants. Quand elle a eu fini, Jessica a pris le relais sans problème. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est dépeinte comme une personne extérieure concernée qui ne pouvait pas rester les bras croisés et assister à une injustice. Oncle, Ethan et moi n'étions que des amis proches, dit-elle, sa voix remplie de sincérité. Comme j'étais très proche de lui, j'ai été témoin de sa douleur quand Chloé l'a trahi. J'ai essayé à plusieurs reprises de persuader Chloé de reconsidérer, de retourner dans sa famille, mais elle ne voulait pas écouter. Elle a même dit. Elle fit une pause, feignant la réticence, point qu'elle ne pouvait pas gâcher sa vie avec un mari qui était sur le point de devenir un invalide. Cette dernière phrase était un couteau dans le cœur, vicieuse. Sa cruauté ne connaissait pas de limite. Non seulement elle m'a calomnié, mais elle a aussi utilisé les mots les plus impitoyables pour décrire l'homme qu'elle appelait un ami proche. Un murmure a traversé la pièce. Tous les regards étaient maintenant tournés vers moi, remplis de jugement et de reproches.
Rick, le journaliste, griffonnait furieusement, avec un air satisfait sur le visage. Leur performance était parfaite. Elles avaient réussi à me dépeindre comme une méchante impardonnable. J'ai tout écouté en silence. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté. Je les ai laissés jouer, je les ai laissés exposer leur propre visage faux et sale. Quand la pièce bourdonnait de chuchotements, quand je suis devenu le centre de leur condamnation, je me suis lentement levé. Avez-vous fini? Ma voix était d'un calme inquiétant. Mon sang-froid a surpris tout le monde. Ils s'attendaient probablement à une crise de nerfs, à une demande de pitié, pas à ça. Votre performance était vraiment exceptionnelle. J'ai applaudi doucement, un geste purement sarcastique. Si je n'étais pas au milieu de tout ça, j'aurais pu vous croire. Mais malheureusement pour vous, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour regarder une pièce. Je suis venu ici pour vous en montrer une autre, une pièce appelée La Vérité. Sur ce, j'ai fait signe à David. Il a connecté son ordinateur portable à un grand écran de projection qui avait été installé au préalable. Tout d'abord, passons en revue l'amitié étroite entre Mademoiselle Walker et mon mari. Les images de surveillance du bâtiment du condo de Soho ont été diffusées. L'image d'Ethan et de Jessica se tenant la main, s'embrassant intimement, est apparue avec une clarté cristalline. La pièce s'est tue. Le visage de Jessica est devenu blanc. Non, c'est une vidéo truquée. Truquée? J'ai ri froidement. Alors qu'en est-il de ceci? Une série de virements bancaires du compte d'Ethan à Jessica, des actes de propriété du condo et le titre d'une voiture de sport, tous au nom de Jessica, ont défilé à l'écran. Mademoiselle Walker, votre amitié avec mon mari est très précieuse. Elle vaut un condo et une voiture de sport. Je me demande, votre amitié a-t-elle un prix? Jessica s'est effondrée sur sa chaise, complètement vaincue. Tous les regards se sont maintenant tournés vers elle avec dégoût. Ensuite, parlons des souffrances de ma belle-mère. J'ai recentré mon attention sur Eleanor. Vous avez dit que je vous avais cruellement chassé de la maison. Je me demande si vous vous souvenez de cette conversation. Un enregistrement audio que j'avais secrètement fait sur mon téléphone a été diffusé. La voix tranchante et amère d'Eleanor a rempli la pièce. Elle pense probablement qu'avec Ethan gisant là, elle peut prendre le contrôle et s'emparer de tous les biens de la famille, n'est-ce pas? Puis est venue la voix ferme d'Arthur, à partir de maintenant, tous les biens de cette famille, toutes les décisions importantes de l'entreprise, seront décidées par Chloé seule. L'enregistrement s'est terminé. Tout le monde a maintenant compris, ce n'est pas moi qui l'ai chassée. Elle était partie en colère parce que son pouvoir et son accès au fond de l'entreprise avaient été coupés, puis elle avait inventé l'histoire pour me piéger. Et enfin, ma voix s'est durcie, mes yeux se sont fixés sur Eleanor et Jessica, en ce qui concerne l'histoire de ma liaison et de mon complot pour saisir les biens, voici la vraie vérité. J'ai diffusé le dernier enregistrement. C'était une conversation entre David et le journaliste Rick, que David avait secrètement enregistré. Dans l'audio, Rick a tout admis. C'est Mademoiselle Walker qui m'a embauché. Elle m'a donné une énorme somme d'argent, m'a fourni toutes les informations et photos, et m'a dit d'écrire une histoire choquante. Plus je pouvais calomnier Mademoiselle A, mieux c'était. Elle a dit que si elle pouvait faire tomber Mademoiselle A, elle aurait tout, et elle n'oublierait pas ma part. Chaque complot, chaque sale tour, a été mis à nu. La pièce a été plongée dans un silence effrayant. Les visages des aînés étaient rouges de rage. Les journalistes étaient en frénésie, leurs appareils photos pointés directement sur les deux femmes qui étaient maintenant assises, stupéfaites, leurs visages vidés de toute couleur. Eleanor et Jessica étaient complètement vaincus. Ils avaient creusé leur propre tombe, et je n'avais fait que les y pousser, les enterrant dans la honte et le déshonneur. Leur pièce était terminée, mais la mienne, le jugement final, restait à venir. La réunion de famille s'est terminée dans le chaos et l'humiliation pour Eleanor et Jessica. Confrontées à des preuves irréfutables, elles n'avaient rien à dire pour leur défense. Les anciens de la famille, après avoir appris la vérité, étaient furieux. Ils se sont inclinés, au nom de toute la famille, en signe d'excuse à moi et à Arthur pour leur jugement erroné, et ont immédiatement renié Eleanor, la déclarant une honte pour le nom de la famille. Eleanor, autrefois une puissante matriarche, n'avait plus rien, ni argent, ni honneur, ni famille. Elle s'est évanouie sur place et a été emmenée à l'hôpital, évitée par tous. Jessica a été assaillie par la presse. Elle a tenté frénétiquement de s'échapper, mais il n'y avait nulle part où fuir.
Des questions acérées ont été lancées sur elle. Mademoiselle Walker, avez-vous orchestré la campagne de diffamation contre Mademoiselle A? Quelle est votre véritable relation avec le PDG Ethan A? L'argent pour votre maison et votre voiture a-t-il été obtenu illégalement? Sa façade soigneusement construite s'est brisée. Sa carrière de mannequin, son image de fille douce et innocente, s'était effondrée en poussière en un seul après-midi. Quant au journaliste, Rick, une fois l'enregistrement rendu public, il savait qu'il était démasqué. Il a tenté de s'enfuir, mais a été appréhendé par la sécurité de notre entreprise et remis à la police. Accusé de diffamation, de chantage et de faute professionnelle, sa carrière était terminée. Le rideau était tombé. Les méchants avaient payé leur prix. Je pensais que je me sentirais triomphante, joyeuse. Mais au lieu de cela, je ressentais juste un épuisement profond. Cette guerre m'avait trop pris. Je voulais juste rentrer chez moi, serrer mon fils dans mes bras et tout oublier. Mais il semblait que le destin n'en avait pas fini avec moi. Après la réunion, David et moi sommes retournés au bureau pour finir les choses. En organisant les dossiers relatifs à l'affaire, David s'est soudainement exclamé « Chloé, je viens de trouver quelque chose de vraiment étrange. » Il a pointé son écran d'ordinateur, qui affichait les transactions bancaires de Jessica. « Regarde ici. » Outre les paiements réguliers d'Ethan, son compte a reçu un virement massif unique de 2 millions de dollars d'une société inconnue appelée Apex Holdings. J'ai froncé les sourcils. Apex Holdings? Je n'en ai jamais entendu parler. À qui appartient cette entreprise? J'ai vérifié, a déclaré David, son expression sérieuse. C'est une société immobilière nouvellement apparue avec des poches très profondes. Mais le plus choquant, c'est son représentant légal. C'est un homme nommé Marcus A., le cousin éloigné d'Ethan. Celui qui a été renvoyé de notre entreprise il y a 3 ans pour avoir volé des matériaux de construction. Marcus A. Je me souvenais vaguement de lui, un homme à l'air voyou avec des yeux fuyants qu'Arthur lui-même avait renvoyé. Comment un homme comme ça pouvait-il être à la tête d'une grande entreprise immobilière? J'ai trouvé ça aussi, a dit David en ouvrant un autre fichier. C'était une carte des projets développés par Apex Holdings. Mes yeux se sont figés sur un projet nommé Via Ocean Front Resort. David, zoome sur l'emplacement de ce projet. Il a fait ce que je lui ai demandé. Lorsque la carte s'est mise au point, mon cœur s'est arrêté. Le projet était situé sur exactement la même étendue de terrain côtier dans les Hamptons où Ethan avait menti en disant qu'il nous y emmenait en vacances. Tout s'est mis en place avec une clarté horrifiante. Le voyage dans les Hamptons n'était pas seulement une escapade avec sa maîtresse, Marcus A., Apex Holdings, le virement de 2 millions de dollars à Jessica. Tout était lié. Et l'accident d'Ethan s'est produit sur la Long Island Expressway, la route principale vers les Hamptons. Était-ce juste une coïncidence? David, je veux que tu enquêtes sur tout ce qui concerne Apex Holdings et ce Marcus A. Je veux savoir d'où vient leur argent, s'il y a quelque chose de louche dans leur projet, et surtout savoir où Marcus A été et ce qu'il faisait le jour de l'accident d'Ethan, ai-je ordonné, ma voix ferme. L'intuition d'une femme, l'intuition de quelqu'un qui a été trompé, me disait que derrière l'affaire et le détournement de fonds se cachait une vérité beaucoup plus terrifiante, une vérité qui pourrait impliquer la vie et la mort. En attendant les conclusions de David, j'ai décidé de rendre visite à Ethan à l'hôpital. Pas parce que je m'en souciais, mais parce que j'avais besoin de réponses. Il était le maillon le plus important de toute cette histoire. Il était toujours allongé là dans l'unité de soins intensifs, inchangé. Je me suis assise tranquillement à son chevet, regardant l'homme qui était autrefois mon mari. Son visage était toujours beau, mais maintenant pâle et sans vie. Ethan, ai-je dit doucement. Tu m'entends? Combien de secrets caches-tu encore? Que allais-tu vraiment faire dans les Hamptons ce jour-là? Ce n'était pas juste pour t'amuser avec Jessica, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. Seul le bip régulier du moniteur cardiaque a répondu. J'ai soupiré, sur le point de partir, quand j'ai soudainement vu son doigt trembler. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Mon cœur s'est emballé. J'ai immédiatement appelé un médecin. Le médecin l'a examiné pendant longtemps, puis s'est tourné vers moi avec un regard de surprise et de joie. C'est un miracle. Le patient montre une réponse aux stimuli externes. C'est un signe très positif. Il y a une chance qu'il se réveille. J'étais figé. Ethan pouvait se réveiller. À ce moment-là,
je ne savais pas si je devais considérer cela comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. S'il se réveillait, il devrait faire face à la réalité que sa famille était en ruine, que sa mère était une femme brisée, et qu'il était lui-même empêtré dans un réseau de secrets mortels. Et plus important encore, s'il se réveillait, les personnes tapies dans l'ombre le laisseraient-elles vivre? Ou feraient-elles tout leur possible pour le faire taire pour de bon? La nouvelle qu'Ethan pourrait se réveiller s'est répandue comme un éclair, apportant non seulement de l'espoir, mais aussi un immense danger. Je savais que les figures obscures derrière tout cela ne resteraient pas les bras croisés. Ethan, autrefois un agresseur, était maintenant un témoin clé, une bombe à retardement qui pourrait tout détruire. J'ai immédiatement fait placer la sécurité d'Arthur Titan à l'hôpital. Nos gardes les plus fiables étaient postés devant l'unité de soins intensifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute personne entrant, y compris les médecins et les infirmières, était minutieusement contrôlée. J'étais dans une course contre la montre, une course contre des criminels essayant de faire taire leurs derniers témoins. Pendant ce temps, l'enquête de David sur Apex Holdings a donné des résultats choquants. Chloé, je n'arrive pas à y croire. La voix de David était horrifiée au téléphone. Chacun de leurs projets est sale. Ils achètent des terres agricoles à des gens à des prix dérisoires par l'intimidation, puis utilisent des connexions louches pour rezonner le terrain et le vendre à prix d'or. C'est un réseau criminel organisé. Qu'en est-il de leur financement? Ai-je demandé, un sentiment de crainte grandissant. C'est la partie la plus terrifiante, David a fait une pause. Les flux de trésorerie d'Apex Holdings sont liés à une opération internationale de blanchiment d'argent, et elle est liée à certains des anciens projets de notre entreprise, ceux dont Ethan était responsable. Il était donc clair qu'Ethan n'avait pas seulement détourné des fonds de l'entreprise pour subvenir aux besoins de sa maîtresse. Il était un acteur clé d'un réseau criminel beaucoup plus vaste. Il avait utilisé son pouvoir pour transformer l'entreprise de son père en un outil pour un syndicat du crime. Marcus n'était qu'un pion. Le vrai cerveau devait être quelqu'un d'incroyablement puissant. David, qu'en est-il de l'accident? J'ai vérifié les caméras de l'autoroute et les témoignages. Il semblait qu'Ethan roulait vite et avait perdu le contrôle. Mais il y a un détail étrange. Environ 10 minutes avant l'accident, la voiture d'Ethan a été forcée sur le bas-côté par un camion noir non marqué. Ils se sont arrêtés un instant, puis ont continué. Un témoin a décrit le chauffeur du camion comme un homme avec une grande cicatrice sur le visage. Un camion noir, un homme avec une cicatrice. Mon instinct me criait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident de la route. C'était une purge interne. Peut-être qu'Ethan en savait trop ou avait fait quelque chose pour déplaire à ses supérieurs, et qu'ils avaient essayé de l'éliminer. Mais pourquoi a-t-il survécu? Peut-être était-ce de la chance. Ou peut-être que c'était le destin qui le forçait à vivre, à faire face à ses péchés, et à tout révéler au grand jour. J'ai transmis toutes ces informations à une unité spéciale d'enquête au sein de la police qu'Arthur avait secrètement contactée. C'étaient des gens en qui nous pouvions avoir confiance. Une affaire majeure a été ouverte. Le filet était jeté, attendant que le gros poisson y nage. Chers auditeurs, notre histoire atteint son point culminant le plus palpitant. Un réseau criminel organisé, des complots d'assassinats sanglants. Tout cela dépasse notre imagination initiale. Qui pensez-vous être le cerveau final? Ethan va-t-il se réveiller pour dénoncer les crimes? Et que fera Chloé pour traduire les coupables en justice? Laissez vos commentaires ci-dessous. Chaque opinion, chaque prédiction fait partie de ce voyage pour la vérité. Et qui sait, votre supposition pourrait bien se réaliser. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eleanor, en apprenant que son fils pourrait se réveiller, est venue à l'hôpital en pleurant et en suppliant de le voir. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Sous la surveillance étroite de nos gardes, elle a été autorisée à entrer seule dans sa chambre pendant 10 minutes. La police et moi avons surveillé chacun de ses mouvements sur une caméra cachée. Eleanor est entrée, a vu son fils immobile et s'est effondrée. Oh, Ethan, mon fils, comment en est-on arrivé là? Si quelque chose t'arrive, comment pourrais-je continuer à vivre, sanglota-t-elle. Mais alors ces mots sont devenus étranges. Tu as été si stupide, mon fils. Je t'avais dit de ne pas t'impliquer avec eux. Ce ne sont pas des gens. Ce sont des démons. Et maintenant regarde, tu es allongé ici. Et cette Chloé est sur le point de bouleverser le monde entier. Si tu te réveilles, si tu parles,
ils nous tueront tous. Pas seulement toi, mais moi, toute cette famille. Ils tueront même Léo. Tremblant, elle a sorti de sa poche une petite seringue remplie d'un liquide transparent. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle faisait? Allait-elle tuer son propre fils pour le faire taire? Je suis désolée, mon fils, murmura-t-elle. Je fais ça pour ton propre bien. Une fois que tu seras parti, tout sera fini. Tu seras en paix. Elle a tremblé en rapprochant l'aiguille de la perfusion intraveineuse d'Ethan. Arrêtez. La porte s'est ouverte d'un coup. La police et moi nous sommes précipités à l'intérieur. Eleanor a sursauté, laissant tomber la seringue. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais à ton fils? Ai-je grogné. Eleanor était sans voix, son visage blanc comme un linge. Allais-tu lui injecter du poison? Pour le faire taire? Elle s'est effondrée sur le sol, pleurant comme un enfant. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si Ethan se réveillait et parlait, il tuerait toute ma famille. Il tuerait Léo. Je n'avais pas d'autre choix. Sa confession était choquante. Il y avait donc des gens encore plus terrifiants qu'elle. Des gens qui avaient poussé une mère au point où elle était prête à assassiner son propre enfant. Ce réseau criminel avait vraiment enfoncé ses tentacules dans les coins les plus sombres de la nature humaine. Sur la base de la confession d'Eleanor et des preuves que nous avions recueillies, la police a lancé une perquisition massive. Marcus est, l'homme de main au visage marqué, et des dizaines d'autres personnes du réseau Apex Holdings ont été arrêtées. Mais le véritable cerveau, la figure la plus puissante, était toujours en liberté. Il semblait avoir flairé le danger et avait disparu sans laisser de traces. La guerre n'était pas encore terminée. La descente sur Apex Holdings a envoyé des ondes de choc dans les cercles économiques et politiques de la ville. Plusieurs hauts fonctionnaires ont été suspendus en attendant les résultats de l'enquête. Des projets immobiliers fantômes ont été exposés et le réseau international de blanchiment d'argent a été démantelé. La justice, semblait-il, était lentement rendue. Mais pour moi, la victoire était incomplète. Le cerveau ultime, l'homme qui avait causé la tragédie de ma famille et poussé ma belle-mère au bord du gouffre, était toujours un inconnu. Il avait disparu comme un fantôme. Pendant ce temps, un miracle s'est produit. Ethan, après des semaines d'absence de réponse, a commencé à se réveiller. Sa guérison était lente, mais pleine d'espoir. Il pouvait ouvrir les yeux et reconnaître les gens, même s'il ne pouvait pas encore parler. Je lui rendais visite tous les jours, non pas en tant que femme, mais en tant que personne qui tenait son destin entre ses mains. Je lui ai tout dit. Je lui ai raconté comment sa mère et moi avions été enfermés dans la cave, comment sa propre mère avait tenté de le tuer, la chute de la famille et les crimes qu'il avait lui-même commis. Je ne sais pas ce qu'il a compris. Je voyais seulement qu'à chaque histoire, des larmes coulaient sur son visage. Étaient-ce des larmes de regret ou d'impuissance? Je ne savais pas, et je ne me souciais plus de le savoir. L'amour, la haine, tout s'était estompé, ne laissant qu'un vide froid. La seule chose dont j'avais besoin de lui maintenant était son témoignage, le témoignage sur le cerveau final. La police a essayé de l'interroger à plusieurs reprises, mais Ethan ne pouvait toujours pas parler. Il ne pouvait que faire des sons étouffés et utiliser ses yeux pour communiquer. Mais ses yeux étaient toujours remplis d'une terreur absolue chaque fois que l'homme derrière les coulisses était mentionné. C'était comme si ce nom était un tabou, un spectre plus effrayant que la mort elle-même. Eleanor, après avoir été prise la main dans le sac, a tout avoué ce qu'elle savait. Mais ces informations étaient vagues. Elle ne connaissait qu'un grand patron derrière Ethan, quelqu'un avec un immense pouvoir qui pouvait décider du sort de toute sa famille. Elle avait été menacée et forcée d'obéir. En raison de sa coopération et de son état mental fragile, elle a été libérée sous caution et assignée à résidence. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et regardait la chambre de son fils de loin, sans jamais oser s'approcher. La femme autrefois arrogante n'était plus qu'une ombre silencieuse, vivant avec sa culpabilité et ses regrets tardifs. Quant à Jessica, lorsque le réseau criminel a été démantelé, elle a su qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Elle a rapidement vendu ses biens et a tenté de fuir le pays, mais elle a été arrêtée à l'aéroport. Confrontée à des preuves accablantes de sa complicité dans le blanchiment d'argent et la fraude, ainsi qu'aux accusations de diffamation, elle a reçu une sentence appropriée de la loi. Ma vie est lentement revenue à une sorte de paix, mais c'était une paix pesante. Je devais faire un choix difficile chaque jour. Ethan n'était plus une menace.
Il n'était qu'un invalide qui vivrait le reste de sa vie dans la dépendance et le tourment. Je pouvais facilement demander le divorce, couper tous les liens et le laisser se débrouiller seul. Ce serait une douce vengeance, une fin méritée pour ce qu'il avait fait. Mais chaque fois que je regardais Léo, je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Il demandait souvent à rendre visite à son père. Il s'asseyait près du lit, racontant à son père des histoires de l'école, lui montrant ses dessins. Il prenait la main de son père et la pressait contre sa joue. « Papa, guéris vite pour que nous puissions jouer au foot. » Ces paroles innocentes me transperçaient le cœur. Quel que soit le mari et le criminel terrible qu'Ethan était, il était toujours le père de Léo. Priver mon fils de son seul père serait-il trop cruel? J'étais à la croisée des chemins. Un chemin menait à une vengeance totale, où je pouvais me débarrasser du passé et commencer une nouvelle vie, libéré de tout fardeau. L'autre menait au pardon, un pardon incomplet et lourd, mais qui pourrait préserver un sens de la famille pour mon fils, aussi brisé soit-il. Arthur, vieilli par l'épreuve, n'interférait plus dans mes décisions. Il disait seulement, « Chloé, fais ce que ton cœur te dit. Quoi que tu décides, je te soutiendrai toujours. » Un après-midi, j'étais assise près du lit d'Ethan, en train de peler une pomme pour lui par habitude. Soudain, il a parlé, une voix faible, rauque, mais claire. « Chloé. » Je me suis figé, laissant presque tomber le couteau. J'ai levé les yeux. Il me regardait, ses yeux plus clairs, plus présents. Je suis désolé, il a eu du mal à prononcer ces deux mots. Des larmes coulaient à nouveau sur son visage. Je l'ai regardé, mon cœur un enchevêtrement d'émotions. La haine, la pitié, le sentiment persistant de notre mariage. Tout cela se mélangeait. Je ne savais pas comment répondre. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était David. « Chloé, on l'a trouvé. On a trouvé sa cachette. » Sa voix était extatique. Le cerveau final. Il se cache dans une villa au bord de la mer à Montauk. La police est en route. J'ai bondi sur mes pieds, le cœur battant la chamade. Le jour était enfin arrivé. J'ai regardé Ethan, puis par la fenêtre, le soleil couchant. Pardon ou punition? Une vie paisible ou un combat jusqu'au bout? Je devais prendre la décision finale moi-même. Et je savais que quel que soit le chemin que je choisirais, cette tempête n'était pas encore vraiment terminée. La descente à Montauk a été rapide et propre. Le cerveau final, un homme d'affaires puissant et respecté qui avait tout manipulé depuis l'ombre, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un yacht pour fuir le pays. Il n'avait jamais imaginé que l'empire criminel qu'il avait construit pendant des décennies puisse s'effondrer si rapidement. Le jour où il a été ramené en ville, je suis allé en mer, non pas pour me satisfaire, mais pour mettre fin définitivement au passé. À travers la fenêtre de la voiture de police, j'ai vu un visage familier. C'était l'homme de certaines des vieilles photos d'Arthur. Un homme que mon beau-père avait autrefois appelé un ami. La cupidité peut vraiment transformer un ami en ennemi, un homme en monstre. L'affaire s'est soldée par les peines les plus sévères pour les coupables. La justice, bien que retardée, avait été rendue. Le nom et l'honneur de l'entreprise familiale ont été rétablis. Tout semblait être revenu à son ordre légitime. Après ce jour, j'ai fait mon choix. Je n'ai pas choisi la vengeance, ni le pardon facile. J'ai choisi mon propre chemin, un chemin pour l'avenir de mon fils et pour ma propre tranquillité d'esprit. J'ai demandé le divorce. L'audience a été calme, sans litige ni accusation. Ethan, dans son état, ne pouvait pas être présent. Il a envoyé une lettre, que son avocat a lue à voix haute. Dans celle-ci, il acceptait toutes mes conditions, renonçant à tous les droits sur nos biens et à la garde de notre fils. Il ne demandait qu'une seule chose, être autorisé à voir Léo de temps en temps. J'ai accepté. Je l'ai fait non pas pour lui, mais pour mon fils. Je ne voulais pas que Léo grandisse avec un cœur rempli de haine. Je voulais qu'il sache que son père avait fait des erreurs et qu'il en avait payé le prix, mais qu'il était toujours son père. Après le divorce, je n'ai pas rejeté Ethan. J'ai utilisé une partie de mes propres biens pour le placer dans le meilleur centre de réadaptation à long terme, où il pourrait recevoir des soins appropriés. Je l'ai fait non pas par amour, mais par un sentiment d'histoire partagée, l'histoire de 6 années en tant que mari et femme, le devoir d'un être humain envers un autre à son point le plus bas. C'était la dernière chose que je pouvais faire pour lui et pour ma propre conscience. Eleanor, après que tout ait été révélé, a eu une dépression totale.
Elle vivait en recluse dans une vieille propriété familiale, incapable de faire face à qui que ce soit. Je lui faisais encore envoyer de la nourriture et des médicaments de temps en temps, non pas parce que je l'avais pardonné, mais parce que je savais que vivre avec sa culpabilité et sa solitude pour le reste de sa vie était la peine la plus lourde de toutes. Le temps a passé. 5 années se sont écoulées. L'entreprise, sous ma direction et celle d'Arthur, a prospéré, devenant un leader dans l'industrie. Mais pour moi, le plus grand succès n'était pas les chiffres d'un rapport financier, mais le sourire sur le visage de mon fils. Léo était maintenant un élève de 5e en bonne santé, intelligent et compatissant. Il savait tout ce qui s'était passé. Je ne lui ai jamais rien caché, mais il ne ressentait aucune rancune. Cela ne faisait que le faire m'aimer et me chérir davantage. De temps en temps, le week-end, je l'emmenais rendre visite à Ethan. Il pouvait maintenant s'asseoir dans un fauteuil roulant et parler en phrases courtes. Une partie de sa mémoire était revenue, mais les souvenirs de ses crimes semblaient avoir été effacés. Il se souvenait seulement qu'il avait une femme nommée Chloé et un fils nommé Léo. Chaque fois qu'il voyait son fils, il souriait d'un sourire simple, enfantin. Peut-être que c'était aussi une forme de libération pour lui. Un bel après-midi, Léo et moi nous promenions dans le parc. Le soleil doré baignait la pelouse verte. « Maman » demanda soudainement Léo. « Es-tu heureuse ?» Je me suis arrêté un instant, surprise par sa question. J'ai regardé mon fils, son sourire éclatant et clair, puis j'ai levé les yeux vers le vaste ciel bleu. J'ai souri, un sourire vraiment serein. Oui, mon amour. Maman est très heureuse. J'ai cru autrefois que ma vie était une longue nuit noire sans issue. J'ai été enfermé dans une cave de désespoir, enchaîné par la trahison et la cruauté. Mais dans cette obscurité même, j'ai trouvé la lumière de l'amour d'un père, de la compassion et de la force cachée en moi. La porte de la cave s'était ouverte, libérant non seulement mon corps, mais mon âme. Mon aube n'est pas venue du jour au lendemain. Ce fut un long voyage à travers les ombres et les tempêtes. Et maintenant, debout dans la douce lumière du soleil, j'ai réalisé que le bonheur n'est pas l'absence de douleur, mais la façon dont nous y faisons face et dont nous la surmontons. Ma nouvelle vie, la nouvelle vie de mon fils, ne faisait que commencer, une vie sans plus de haine, seulement de l'amour, du pardon et un ciel paisible devant nous.